Pendant des années, Poutine a cru que des navires fantômes pouvaient intimider le monde avec des tactiques de guerre hybrides. De la Baltique au Grand Nord, de la Méditerranée à la Manche, il a essayé de semer le chaos dans chaque région. Ces navires menaient des opérations d'espionnage, sabotaient des câbles sous-marins et tiraient même des lasers sur les avions de l'OTAN. Son plan était simple, rester dans la zone grise et éviter la détection. Et dernièrement, l'activité favorite de la flotte de Poutine a été d'essayer de couper des câbles sous-marins. Ils ont essayé cela dans le golfe de Finlande. Cependant, la Suède et la Finlande ont immédiatement saisi les navires. Défait dans la Baltique, Poutine a cette fois tenté sa chance dans le Grand Nord, dans le canal de Bristol. Il était en colère parce que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient saisi des navires de la flotte fantôme russe dans cette zone quelques semaines plus tôt. Poutine n'a pas choisi un point au hasard dans le canal de Bristol. Le navire a jeté l'ancre directement au-dessus de 5 câbles de données sous-marins massifs reliant le Royaume-Uni aux États-Unis, au Canada et à l'Europe. Mais cette fois, lorsque le navire russe Sinigorsk a jeté l'ancre dans les eaux britanniques directement au-dessus de câbles sous-marins critiques, pensant qu'il pourrait les couper accidentellement, les choses ont changé. Désormais, il y avait une doctrine de tolérance zéro en place. La réponse de la Grande-Bretagne n'a pas été une note diplomatique, mais une intervention militaire instantanée. La Royal Navy est intervenue. Maintenant, il n'y avait nulle part où fuir. Poutine était acculé. Ses opérations de sabotage clandestines échouaient une par une. La guerre secrète sous-marine de Vladimir Poutine a rencontré un obstacle dans le canal de Bristol. Le matin du 27 janvier 2026, le navire russe Sinigorsk s'est ancré directement au-dessus des câbles transatlantiques. Poutine pensait pouvoir plonger l'Occident dans l'obscurité en coupant ses lignes stratégiques. Cependant, la tentative de sabotage dans les eaux britanniques a été accueillie par une réponse immédiate. Un hélicoptère Wildcat de la Royal Navy a verrouillé le navire. Le message était clair. Soit vous déplacez votre ancre, soit vous serez au fond de la mer. Sinigorsk a échappé, mais ce geste a déclenché un désastre pour la Russie. 14 pays européens ont uni leurs forces pour fermer la mer Baltique à la flotte fantôme de la Russie. Désormais, les mers sont devenues des pièges mortels pour les navires pirates de Poutine. L'analyse de terrain de PPR Global et les données OSINT prouvent que l'incident de Sinigorsk n'était pas une simple défaillance technique, mais une tentative d'attaque hybride planifiée à l'avance. Tout a commencé lorsque le cargo battant pavillon russe, Sinigorsk, est entré dans les eaux au large de Minehead, sur la côte du Somerset. Selon les données du trafic maritime, le navire s'est soudainement arrêté dans le canal de Bristol vers 11 h du soir mardi. Le détail le plus critique ici est l'emplacement d'ancrage du navire. Sinigorsk s'est positionné à moins d'1 mille de 5 câbles de données sous-marins massifs reliant le Royaume-Uni aux États-Unis, au Canada et à l'Europe. Ces lignes comprenaient des corridors vitaux tels que le système TGN Atlantique reliant le monde à New York et l'Exa Express s'étendant jusqu'au Canada. Une connexion plus profonde est apparue lorsque des analystes OSINT ont examiné les registres du navire. Le port d'escale précédent de Sinigorsk était Arkhangelsk, le siège principal de la flotte du nord de la Russie. Cela clarifie que le cargo est en réalité un cheval de Troie travaillant pour le renseignement militaire russe. L'équipage russe a passé 14 heures à attendre sur les câbles sous le prétexte de réparation de sécurité, répétant le placement de dispositifs de cartographie et d'écoute. Cependant, le ministère de la Défense du Royaume-Uni a immédiatement détecté ce mouvement. D'abord, un avion de surveillance de la garde côtière enregistré sous le nom de GHMGC a tourné autour du navire pendant une demi-heure, rapportant la situation. Le véritable coup est venu de la base aérienne de la Royal Navy à Yole-Vilton. Un hélicoptère d'attaque Wildcat, capable de transporter des missiles antinavires Sea Venom et volant sous l'indicatif Talon 1, est arrivé dans la zone. La panne a été immédiatement résolue lorsque l'hélicoptère a volé bas et a ciblé l'équipage russe. Le navire russe a rapidement levé l'ancre et s'est enfui vers les eaux libres. Cette intervention était une position autoritaire, montrant que l'Occident n'hésitera plus à utiliser la force physique contre les tactiques de zone grise de la Russie. Comme l'a déclaré le secrétaire à la Défense John Healey, le Royaume-Uni ne se contente plus de regarder. Il met activement en œuvre des protocoles pour détruire et éliminer les navires pirates de Poutine. Ce chaos et cette tension ont d'abord éclaté en mer Baltique. Maintenant, écoutez les paroles du président de la Finlande. Ensemble avec nos alliés, nous veillons à ce que la Russie n'attaque plus jamais un pays voisin. Notre relation avec la Russie a changé de manière durable. Vladimir Poutine pensait qu'il menait une guerre de Londres en mer Baltique. Des agents russes coupaient des câbles, testaient les limites, et il croyait que l'OTAN se contenterait de formuler des condamnations.
C'était le jeu préféré de Moscou. Mais lorsque le Kremlin a envoyé cet ordre final dans le golfe de Finlande, le jeu s'est soudainement transformé en cauchemar. Cela a déclenché la rupture de la ligne s'étendant de Saint-Pétersbourg à Kaliningrad, puis vers le marché mondial, signant ainsi son propre arrêt de mort économique. Seulement 2 semaines, oui, il a fallu seulement 13 jours pour s'emparer de Saint-Pétersbourg, la fenêtre de 300 ans de la Russie sur l'Occident. Dans la nuit du 30 décembre, le navire russe Fitbug, naviguant depuis Saint-Pétersbourg, a glissé à travers les eaux de l'OTAN comme un saboteur secret pour soudainement passer de chasseur à proie. Pris au piège et impuissant, il était entouré par la garde côtière finlandaise et la police. Cet incident n'était pas une inspection de routine de la garde côtière. Ce n'était pas une note diplomatique ou un tir de semonce habituel. C'était une déclaration que la mer Baltique n'était plus une voie commerciale pour la Russie, mais une cellule de prison sans issue, ses murs se refermant à chaque seconde qui passe. En d'autres termes, qu'il était piégé, la police finlandaise est montée à bord du navire sans hésitation, l'a saisi, a menotté l'équipage et a brisé d'un seul coup l'armure célèbre de l'immunité de la Russie sur sa flotte fantôme. Cependant, dans la nuit du 20 décembre, le navire russe Adler, dérivant dans les eaux suédoises, est devenu la première victime de la nouvelle stratégie de l'OTAN. Le capitaine russe s'attendait à de l'aide, mais s'est retrouvé face aux forces spéciales suédoises. L'OTAN a percé le bouclier d'immunité militaire de la Russie avec une simple procédure bureaucratique. La Suède a exercé son droit de saisir le navire non assuré et défectueux, le déclarant une bombe à retardement flottante. La Suède a ouvert la porte et la Seine était prête pour la Finlande. La Finlande est entrée par le chemin ouvert par la Suède exactement 10 jours plus tard. Dans la nuit du 30 décembre, le navire Fitberg, qui avait quitté Saint-Pétersbourg, a été entouré par la garde côtière finlandaise sous suspicion de sabotage de câbles. Allons sur la scène du crime, à 80 mètres sous la mer. Bien que le Fitberg ressemble techniquement à un cargo sec ou à un pétrolier, son profil de mouvement cette nuit-là rappelait davantage un navire poseur de mines ou coupeur de câbles qu'un navire marchand. Dans le golfe de Finlande, aux coordonnées précises où passent les câbles de données, Elisa et Sea Lion 1, ainsi que le gazoduc Baltic Connector, considéré comme l'épine dorsale du trafic Internet et de communication reliant la Finlande et l'Estonie, le navire a effectué une manœuvre inexplicable. Le capitaine du navire a jeté l'ancre en invoquant des conditions météorologiques orageuses et mauvaises. Cependant, contrairement aux règles maritimes, il n'a pas coupé les moteurs. Au lieu de cela, il a déplacé le navire à pleine puissance, traînant l'énorme ancre pesant des tonnes le long du fond marin sur des kilomètres. La Finlande n'a pas permis au navire de s'échapper dans les eaux internationales. Lorsque le navire russe n'a pas répondu aux appels d'arrêt faits par radio, des bateaux finlandais ont intercepté le navire dans sa zone économique exclusive à quelques mètres des eaux internationales. La Russie a déclaré « Vous ne pouvez pas toucher à mon navire commercial ». Cependant, la police finlandaise a saisi le navire et arrêté l'équipage, enquêtant sur l'incident comme un sabotage grave et une violation grave des télécommunications. Avec cette opération, l'OTAN a prouvé que l'ère de la liberté de navigation en mer Baltique est terminée et que tout navire russe jugé suspect sera désormais traité comme une scène de crime potentiel. Cette crainte s'est répandue non seulement à la flotte fantôme, mais aussi à la fierté et à la joie de la Russie, ses sous-marins et ses routes nordiques. Poutine a tout essayé. Il a ciblé non seulement les câbles, mais aussi l'air. Le navire espion russe Yantar a tenté d'abattre des avions en braquant des lasers dans les yeux des pilotes de la Royal Air Force, RAF, au large des côtes écossaises. Cependant, cet incident, qui s'est terminé par la fuite du Sinegorski, a déclenché un effet domino massif sur la présence de la Russie en mer. Cette tentative de sabotage fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, et le 27 janvier 2026, la doctrine de sécurité maritime de l'Europe changea complètement. 14 pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Pologne, publièrent la déclaration la plus sévère de l'histoire contre la flotte fantôme de la Russie. La décision est claire. Les navires russes qui éteignent leurs transpondeurs, arborent de faux pavillons ou ne sont pas assurés seront désormais considérés comme apatrides. Cela signifie qu'en vertu du droit international, ces navires peuvent être arrêtés, fouillés et même détenus par n'importe quel navire de guerre de l'OTAN. Les conséquences logistiques de cette décision sont dévastatrices pour la Russie. La bouée de sauvetage de la flotte fantôme de 1000 navires que Poutine utilise pour financer son économie de guerre est en train d'être coupée. La mer Baltique n'est plus un passage sûr pour les navires russes. Cela est devenu un piège où ils peuvent être saisis à tout moment. La menace sécuritaire révélée par l'incident de Sinegorsk
a poussé l'Europe dans une ère de tolérance zéro contre les attaques hybrides de la Russie. Le brouillage par la Russie des signaux GNSS, signaux de navigation mondiale, mettant en danger la navigation civile, a été officiellement désigné comme un acte de piraterie par 14 pays. L'état de panique causé par des pétroliers tels que Eagle S et Fidberg, coupant des câbles en Finlande et en Estonie, a cédé la place à une contre-attaque systématique. Les mensonges de la Russie tels que « nous sommes restés coincés sur une ancre » ou « nous avons eu une panne » ne trouvent plus de réponse dans les capitales occidentales. Au contraire, chaque mouvement de ce type entraîne l'immobilisation de plus de navires dans la flotte russe. Les sanctions imposées par le Royaume-Uni ont déjà affecté 500 navires, et ce nombre augmente rapidement avec une décision conjointe de l'Europe. Alors que Poutine vise à paralyser les communications de l'Europe en coupant les câbles sous-marins, il a complètement paralysé la mobilité de sa propre flotte marchande. C'est l'effondrement de la profondeur stratégique de la Russie en mer. Les ports de Saint-Pétersbourg, Primorsk et Oust-Luga sont les principales voies de sortie du pétrole de l'Oural russe vers le monde, et ces voies sont maintenant menacées de fermeture. Environ 1 500 000 barils de pétrole et de produits pétroliers doivent passer par ce point d'étranglement chaque jour. À la valeur du marché d'aujourd'hui, ce volume équivaut à environ 100 à 120 millions de dollars en espèces par jour. Si l'Estonie et la Finlande ferment effectivement ce point d'étranglement en jouant les cartes de l'expansion de la zone exclusive et du contrôle environnemental, la Russie enterrera 100 millions de dollars par jour dans les eaux sombres de la Baltique. Cela se traduit par une perte mensuelle stupéfiante de 3 milliards de dollars. Cet argent est le seul carburant alimentant la machine de guerre de Poutine en Ukraine, payant les salaires de ses soldats et produisant ses missiles. Fermer ce robinet signifierait l'effondrement direct de la capacité de guerre du Kremlin. Alors, comment la Russie a-t-elle contourné ce blocus jusqu'à présent? La réponse? La flotte fantôme. Nous devons bien comprendre ce concept. Lorsque les sanctions occidentales ont imposé un plafonnement des prix sur le pétrole russe, la Russie a acheté des centaines de pétroliers qui auraient dû être mis à la casse. Des navires de plus de 15 ans, mal entretenus et de propriété inconnue. Ces navires n'ont pas d'assurance PAI, protection et indemnité reconnue internationalement, basée à Londres ou à New York. Ces navires errent comme des fantômes avec leur dispositif AIS, système d'identification automatique, éteint. Selon les renseignements de l'OTAN, plus de 600 de ces navires fantômes circulent actuellement le long de la route Baltique. C'est là que le génie de la Suède et de la Finlande entre en jeu. L'OTAN ne dit pas à la Russie « vous ne pouvez pas vendre de pétrole ». L'OTAN dit « si vous n'avez pas d'assurance, si votre navire ne respecte pas les normes environnementales, si votre dispositif AIS est éteint, vous ne pouvez pas passer par mes eaux ». Lorsque cette règle est appliquée, la flotte massive de 600 navires de la Russie devient instantanément un tas de ferraille inutile. Parce que la Russie n'a pas d'institution capable de fournir les garanties de 1000 milliards de dollars requises par les normes occidentales pour assurer ces navires, l'incident Adler et Fidberg envoie ce message à la flotte. Vous ne pouvez plus vous cacher. Nous traquerons chacun d'entre vous. De plus, le dernier paquet de sanctions de l'Union européenne et la doctrine nouvellement mise en œuvre par l'Estonie ciblent précisément ce point faible. La décision de l'Union européenne d'ajouter 40 et un navire de plus à la liste noire et l'ultimatum de la première ministre estonienne Kaja Kallas, nous coupons le flux de trésorerie, prouve que cette stratégie n'est pas un hasard. La Russie ne peut pas envoyer d'escorte militaire pour protéger ses navires, car cela serait une cause directe de guerre. Si elle ne les envoie pas, les navires seront attirés un par un vers les ports de l'OTAN. C'est, en tout sens, un échec et mat. Ce qui se passe actuellement en mer Baltique est la plus grande opération de blocus passif observée depuis la Seconde Guerre mondiale. Chaque pétrolier et cargo sec que la Russie retire de Saint-Pétersbourg opère désormais dans la zone grise de l'OTAN. Une fumée excessive provenant du moteur d'un navire, un écart d'1 degré par rapport à sa trajectoire, ou une réponse retardée à la radio, est considérée comme une raison suffisante pour que ce navire soit saisi par les navires de guerre de l'OTAN sous le nom d'inspection. Cependant, l'effet d'entraînement ne se limite pas à Saint-Pétersbourg. Les sonnettes d'alarme retentissent également pour Kaliningrad, le territoire russe isolé au milieu de la mer Baltique. Cette base militaire russe au cœur de l'Europe est complètement coupée du continent et se transforme maintenant en une île de la peur entourée par la mer. Avec les chemins de fer restreints par la Lituanie, la seule ligne d'approvisionnement maintenant Kaliningrad en vie était les navires en provenance de Saint-Pétersbourg. Si le golfe de Tallinn se ferme,
Kaliningrad mourra de faim. Les fournitures militaires, le carburant et la nourriture n'atteindront pas la région. Kaliningrad deviendra un otage piégé dans les eaux de l'OTAN. En fin de compte, le sabotage de Sinegorsk et la réponse conjointe de 14 pays symbolisent l'effondrement stratégique de la doctrine de guerre hybride de Poutine. La Russie opérait depuis longtemps dans ce qu'elle appelait la zone grise, une zone ambiguë qui n'était ni tout à fait la guerre, ni tout à fait la paix. Les flottes fantômes, le brouillage laser et le sabotage de câbles étaient les pierres angulaires de cette stratégie. Cependant, à partir de janvier 2026, cette zone grise a été complètement effacée. L'Occident a commencé à définir les mers comme noir et blanc à nouveau, amis ou ennemis. L'intervention de l'hélicoptère Wildcat du Royaume-Uni était la manifestation la plus concrète du message. Nous vous voyons et nous sommes prêts à frapper. Stratégiquement, cette situation expose la plus grande faiblesse de Poutine. La Russie n'a pas la capacité technologique et militaire pour contrer une coalition de l'OTAN en mer. La flotte fantôme, composée de navires vieux et rouillés, est complètement sans défense contre les frégates modernes et les plateformes transportant des munitions intelligentes telles que le Wildcat. La fermeture de la mer Baltique à la Russie signifie que Moscou a complètement perdu le contrôle d'une région qu'elle considère comme son arrière-cour. Alors que Poutine voulait couper les câbles transatlantiques et réduire le monde au silence, la déclaration signée par 14 pays a réduit sa propre flotte au silence. Le match stratégique est inévitable. La flotte fantôme de Poutine n'est plus le chasseur, mais des cibles attendant d'être chassées en pleine mer. L'illusion hybride de Poutine en mer a été complètement anéantie. Le message est clair. Chaque ancre russe s'étendant dans les eaux britanniques et l'infrastructure de l'OTAN est une épingle préparant sa propre disparition. Il n'y a plus de port pour s'échapper, plus de zones grises pour se cacher. La mer est une prison pour la flotte de Poutine. Alors, quelles sont vos pensées sur ce sujet? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Pour rester informé des analyses spéciales de PPA Global, veuillez vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir choisis.